je suis là aujourd'hui pour vous parler de notre effectivement enquête annuelle. Comme l'a dit Virginie, c'est un baromètre qu'on fait tous les ans et qui vise à comprendre, à mesurer un petit peu les usages du digital learning dans les structures, voilà, sur le marché. C'est cool, je vois des têtes connues, je suis contente. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ISTF, moi je suis Mathilde, la directrice déléguée de ce bel organisme de formation. Notre job, c'est de professionnaliser les acteurs de la formation. Donc concrètement, je pense que vous êtes tous dans le bain, mais notre mission, c'est vraiment d'accompagner la montée en compétences via surtout des formations, mais pas que. On propose aussi des certifications, du coaching, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de vous professionnaliser sur tout ce dont vous avez besoin quand il s'agit de former. Donc autant de la conception que de l'animation, que du pilotage, etc., etc. Voilà, donc on est stand E30. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter pour discuter. Alors, je vais commencer par un petit sondage. Ça fera peut-être du bien à ceux qui sont en pleine digestion. On va bouger un petit peu. Et je vais vous poser une question toute simple. Et je vais vous proposer de vous lever à mesure des réponses possibles. Du coup, la question, c'est comment, aujourd'hui, vous caractérisez votre offre de formation. Alors, je vais demander à ceux dont l'offre de formation est majoritairement présentielle de se lever, s'il vous plaît. Allez, on se remue. Super, merci beaucoup. Donc, on a peut-être un tiers de la salle, à vue d'œil, à peu près. Je garantis pas le... ceux dont l'offre est majoritairement blended, donc multimodale, je vous propose de vous lever. Ok, super, une bonne moitié. Merci. Et puis du coup, pour les derniers dont l'offre est majoritairement distancielle, je vais vous demander de vous lever et de faire un tour sur vous-même. Allez. Super. Donc une petite partie. Et je vous pose cette question pour faire le pont avec le premier chiffre de l'enquête, du coup, qui était la même question. Et on retrouve un petit peu, finalement, il y a plus de blended que dans le sondage, du coup, dans la salle aujourd'hui. Bon, vu le lieu, ça ne m'étonne pas. Mais le dispatch, c'est celui-ci. Donc, on a une offre qui est majoritairement encore présentielle. Ensuite, à 39% blended et majoritairement distancielle, une petite partie. Ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est la première année pour laquelle l'offre majoritairement présentielle passe en dessous de 50%. On était à tout juste 49 ou 50% l'année dernière, mais on était, voilà, aujourd'hui, 49 du coup, 44 plus 5, ça fait 49. Voilà, donc c'est important de le notifier, et puis toujours une progression pour le blended. Et par ailleurs, on a dans l'enquête posé une autre question, et 87% des répondants veulent accélérer, développer davantage l'offre digitalisée dans leur formation. On pose également une autre question, c'est pourquoi vous passez au digital learning? Pourquoi vous avez envie de digitaliser votre offre de formation? Ce qui ressort, et ça c'est en constance, c'est-à-dire que d'année en année, on est globalement sur le même classement. Donc c'est assez intéressant de voir que malgré tout, et dans tout, vous allez vite comprendre de quoi je veux parler, il n'y a que 2% des répondants qui nous disent qu'ils passent au digital learning parce que c'est la fin imminente du présentiel. C'est plutôt pas mal. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que globalement, la tête du classement, on peut le synthétiser comme je l'ai fait là à l'écran, c'est-à-dire que on digitalise pour optimiser l'efficacité de la structure, pour être en phase avec son marché, pour être plus performant. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Puisqu'on parle du coup de ce pourquoi, j'en profite du coup aujourd'hui pour glisser quelques conseils autour de ces chiffres. C'est aussi l'intérêt de cette enquête. C'est vraiment de focaliser sur le pourquoi avant ou avec le comment. On remarque chez beaucoup des structures conformes, etc., qui nous disent, bon bah super, on a des outils, on apprend à nos formateurs à faire à comment digitaliser, comment ceci, comment cela, mais est-ce que vous leur avez expliqué le pourquoi? Et souvent la réponse c'est non. Parce qu'on se dit que ça coule de source, quoi. On digitalise, et puis voilà, basta. Et en fait, en faisant ça, on n'explique pas forcément pourquoi il faut digitaliser, pourquoi on veut aller vers plus de digital learning. Et c'est comme ça que vous allez réussir à embarquer vos équipes, et en particulier les formateurs. Ils vont vite comprendre, du coup, que ça va jouer en leur faveur et en la faveur de la performance.
Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ce pourquoi, si vous ne l'avez pas fait, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et si vous connaissez la réponse à cette question pour vous et votre structure, à communiquer dessus. Et du coup, quand vous communiquerez sur le comment, ils seront à votre écoute, mais à 100%. Maintenant qu'on a parlé un petit peu d'un booster, l'accélération, là, de parler du pourquoi pour engager, je vais vous parler des freins. Et les freins, aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Dans l'enquête, on en proposait un certain nombre de réponses, ce sont celles-ci, et puis on mesure qui clique sur quoi. Alors, je vois plein de téléphones. Sachez que l'enquête est téléchargeable sur le site. Donc, vous pouvez retrouver tout le baromètre complet sur notre site. N'hésitez pas à aller voir. Du coup, les freins, vous les avez ici, on va les décortiquer un petit peu. Et puis, quand je parle du bas du classement, je vais aller ici. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que le frein au digital learning, c'est globalement pas le manque d'efficacité. Il n'y a que 5% des répondants qui nous répondent que je passe pas au digital learning parce que je trouve ça pas efficace. Donc c'est quand même un constat assez cool. Ensuite, du coup, autre chiffre, les outils pas assez performants. Et ça, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que l'année dernière, on était à 14%. Donc on a diminué de moitié. Il y a moitié moins de monde qui nous disent que leurs outils digital learning ne sont pas assez performants. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à accélérer ou à réussir leur digitalisation de la formation. C'est quand même plutôt cool. Ça montre aussi une maturité sur le marché du côté des éditeurs. Ensuite, du coup, freins liés aux ressources humaines. Alors là, j'en ai compilé, du coup, j'ai gardé le visuel des freins. On avait un manque de compétences, ça peut être un manque de temps, un manque de ressources, etc. Et là, par contre, c'est beaucoup. 57%, c'est quand même énorme dans les freins. Et donc là, vous avez différents leviers. Évidemment, il y a la formation. Je dis ça, évidemment, complètement objective. Mais pas que. Pensez aussi à accompagner sur le terrain, à certifier les compétences aussi de vos formateurs, de vos équipes, de vos ingénieurs pédagogiques, etc. C'est aussi comme ça que vous allez réussir à les embarquer et à, du coup, professionnaliser vos équipes pour passer ce frein, dépasser ce frein de notamment manque de compétences, manque de ressources humaines. On va se faire un autre petit sondage. Cette fois-ci, je vous rassure, je ne vais pas vous demander de vous lever. Par contre, je vais vous demander de me donner un petit peu de voix et de me dire, alors là, il va falloir tout donner pour que je vous entende. À votre avis, en un mot, j'accorde 2 mots, quels sont les facteurs clés de succès d'un dispositif digital learning ? Allez-y, lancez-vous, je veux entendre des trucs. Qu'est-ce qui va faire qu'un dispositif digital learning sera mortel, sera trop cool, sera engageant, sera top ? Personne ? Mais venez vous former à l'ISTF, les gars. Non ? Personne se lance ? Ouais ? Ok. Ok, intuitif, ok. Simplicité, ok. Ok. Si on prend un peu de hauteur, du coup, j'ai donné un indice, j'ai parlé un petit peu vite. Quels sont les facteurs clés de succès d'un dispositif digital learning ? Si je vous dis engagement, c'est un peu... il y a peut-être 3 mots que vous entendrez sur tous les stands du salon, y compris le nôtre. Hein. C'est l'engagement des apprenants. Alors, comment on engage des apprenants ? On a posé la question. Qu'est-ce qui, à votre avis, est facteur clé de motivation pour démarrer une formation ? Je rentre dans une formation. Et qu'est-ce qui va faire en sorte de la terminer, d'aller au bout de celle-ci et de ne pas sortir ? Fameux taux de complétion, taux de complétude et tout ça. Ce qui ressort de l'enquête, encore une fois, c'est un peu le même classement ça c'est cool aussi de voir ça, hein, c'est régulier, c'est constant. On a en tête que la formation soit en lien avec mes problématiques métiers. Je suivrai plus une formation, j'aurai plus envie d'y aller si elle répond à un besoin terrain, à un besoin métier que j'ai moi en tant qu'apprenante. Ensuite, on a l'obtention d'une certification, la présence d'un tuteur, l'implication de la hiérarchie, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qui va donner envie de terminer une formation ? Donc, je rentre et je ne sors pas. Je vais au bout de ma formation. Que ce soit un module e-learning ou un parcours de formation, on parle de tout type de formation ici. Ce qui ressort ici, c'est que la présence d'un tuteur, c'est la première raison de terminer. Donc, on l'a vu, ce n'était pas la première raison de commencer. En revanche, c'est la première raison qui va m'amener à terminer mon module, mon parcours, ma formation. Et ça a du sens, en réalité.
Quand on est sur du multimodal ou du 100% distanciel, asynchrone, pas asynchrone, etc., malgré tout, si personne nous tient la main et nous accompagne et répond à nos questions, etc., je ne vais pas aller frein au bout de mon module e-learning ou de mon parcours. Donc c'est hyper important de le souligner et on y reviendra du coup par la suite. L'obtention d'une certification, ça a du sens aussi. Si le parcours de formation que je suis vise une certif, je vais tout faire pour l'obtenir. Généralement, elle s'obtient à la fin. Donc je termine ma formation. Ensuite, on a de nouveau la formation en lien avec les problématiques métiers. J'y vais parce que ça répond à un besoin. Je reste parce que je vois bien que ça m'apporte des choses que je vais pouvoir utiliser à mon poste de travail. Et puis on retrouve après la qualité multimédia et le niveau d'interactivité des contenus e-learning, etc., etc. Donc ce qui est important de retenir pour vos dispositifs, du coup, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs principaux qui vont jouer dans le film de vos engagements d'apprenants, que ce soit à l'échelle des dispositifs ou l'échelle des modules. Le premier, c'est l'apprenant. Ça paraît logique, hein, c'est lui qui suit la formation. Le manager, du coup, il a un rôle à jouer. On parle beaucoup du formateur, mais avant de parler du formateur, je voulais parler du manager. Nous, on le constate, on forme des personnes, et quand le manager ne met pas en place les bonnes conditions pour suivre la formation, ça quand même marche pas. Là, si la personne, surtout en digital, la personne, elle n'a pas de temps rendu disponible pour se former, ça va être compliqué. Ou en tout cas, elle va être moins engagée. Elle va peut-être pas terminer parce qu'elle aura plus suffisamment de temps dans sa semaine, et elle se retrouve à se former les week-ends, et c'est pas sympa. Au-delà de ça, il faut que le manager mette en place des stratégies, choisisse les bonnes formations. On le voyait, il faut que ce soit adapté aux problématiques métiers. Le manager, normalement, il est censé quand même bien connaître les besoins de son équipe et choisir des formations adaptées. Donc il a réellement son rôle à jouer dans la motivation pour commencer, mais aussi pour terminer. Et puis par la suite, mettre en application, qui de mieux que le manager pour s'assurer que la formation, elle a été mise en application, que ce qu'on a appris en formation va être utilisé sur le terrain. Le concepteur, bien évidemment, celui qui conçoit le dispositif, mais aussi celui qui conçoit les ressources éventuellement de ce dispositif. Là-dessus, bon, c'est pas un scoop, hein, mais l'ingénierie pédagogique va réellement contribuer au succès de vos formations et donc à l'engagement de vos apprenants. Et puis, pour finir, le formateur, évidemment. On le voit, le formateur, il a son rôle à jouer, la présence d'un tuteur, d'un formateur pour accompagner, pour remédier, pour booster, pour rappeler, pour relancer, etc., etc. Donc vraiment, c'est hyper important, je vais vous le dire juste après. Alors, je voulais revenir sur le classement pour m'intéresser au bas du classement. Bas du classement. On retrouve du coup dans les items notamment la gamification, le social learning. C'est quelque chose que vous allez beaucoup entendre sur le salon. Et ce que je dis, ce que notre enquête dit, ce n'est pas que c'est nul et qu'il ne faut pas le mettre en place. Au contraire, c'est ce qui va permettre d'engager vos apprenants, de rendre vos dispositifs sympas, efficaces, etc., etc. Il y a beaucoup de vertus à tout ça. En revanche, ce qu'il faut bien retenir de ce classement, c'est qu'il faut prioriser. Si vous mettez en place de la gamification et du social learning sans avoir checké les cases du haut, ça ne pourra que difficilement marcher. Parce que si vous mettez en place une super communauté avec des interactions de jeu, etc., mais que la formation ne répond pas à une problématique métier, vos apprenants ils ne seront pas plus engagés que ça, en fait. Ça ne les intéressera pas spécialement. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. Donc, pensez à checker les lignes du haut. Et une fois que ça s'est consolidé dans vos projets et dans vos dispositifs, vous pourrez vous attaquer. Et là, carrément, là, ça aura du sens et ça sera des vrais accélérateurs. Donc, attention à ne pas confondre frein, accélérateur. Si vous appuyez sur l'accélérateur avec le pied sur le frein, votre voiture ne va pas démarrer et encore moins accélérer. Donc, d'abord, j'enlève la pédale du frein. Les premiers items du classement, et ensuite j'appuie sur l'accélérateur, et du coup, là, c'est le bas du classement éventuellement. Il y a d'autres choses. Ensuite, autre item important du classement, c'est la certification. Donc, je ne sais pas si ce terme vous est familier ou pas. L'actualité de l'emploi, de la formation, normalement, devrait vous faire écho depuis un certain nombre d'années, le CPF, tout ça. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la certification, on l'a vu dans le classement, elle permet d'engager. Autant pour commencer que pour terminer. C'était quand même le deuxième item du classement. C'est quand même assez dingue. Donc, pensez à évaluer et à tester des compétences que vous visez dans vos formations. Ce sera un vrai vecteur d'engagement.
Alors, autre item, autre sujet phare de notre baromètre d'année en année, ce sont les outils pour accompagner les apprenants. On demande quelles sont les modalités d'accompagnement de vos apprenants que vous jugez les plus efficaces. On a donc la classe virtuelle qui arrive en tête du classement. Ça reste la modalité la plus efficace d'année en année. Ensuite, on a le téléphone, l'email. Vous voyez les petites barres en vert qui diminuent, qui diminuent, qui diminuent, et donc le chat en dernier. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le chat c'est nul. Ça veut dire que c'est jugé le moins efficace. Donc pour le coup, ce que ça veut bien dire, c'est que les modalités plutôt synchrones, classe virtuelle, téléphone, sont privilégiées. Et qu'ensuite, l'email arrive en dernier. Et ça, je voulais vraiment insister là-dessus parce que ça montre aussi en quoi les outils génériques, un email, c'est pas un truc dédié au digital learning, en fait. Ça veut bien montrer que les outils génériques, je pense, ont largement progressé dans les usages, de par les 2 années qu'on vient de traverser. Pour le coup, ça reste intéressant. Donc, 3e conseil, mettez vos formateurs au cœur de vos projets de digital learning. Vous en êtes peut-être convaincus, peut-être pas, mais en tout cas, le constat, il est là. D'après les chiffres que je vous ai montrés, il y en a plusieurs qui mettent ça en évidence. Vos formateurs sont l'une, si ce n'est la clé de succès de vos dispositifs. C'est en mettant le formateur au cœur des projets que vous réussirez à embarquer vos apprenants et à les amener à quoi ? À apprendre et à atteindre l'objectif qui a été fixé. Donc pensez aux modalités de tutorat, pensez au fait que le formateur et la présence d'un tuteur sont les principaux facteurs d'engagement, etc. Ensuite, pour terminer du coup sur cette analyse, en tout cas cette restitution du baromètre, il a fallu faire des choix. J'ai pas tous les chiffres sont pas là aujourd'hui. On a ce fameux classement autour des modalités pédagogiques jugées les plus efficaces. Encore une fois, je vais un petit peu me répéter, c'est pas parce que c'est en bas du classement, par exemple pour le serious game ou le mobile learning, que c'est moins efficace, ou en tout cas que faut pas les utiliser. En revanche, il faut vraiment lire ça comme, je l'ai mis à côté, un indice de confiance. C'est-à-dire que plus vous allez vous situer en haut du classement, plus vous serez garanti que ce soit efficace a priori, d'après les responsables formation et les formateurs et tout ça qui ont répondu au baromètre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'écart entre les différentes modalités diminue d'année en année, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on avait un espèce de grand écart de fou entre les modalités, on va dire, asynchrones, je vais mettre toute la famille du e-learning, et le présentiel. Le présentiel était largement devant tout le reste, y compris la classe virtuelle. Et d'année en année, on arrive à gommer cet écart, et je ne doute pas que dans 5 ans peut-être, on aura peut-être tout autour de 50%, quoi. Parce qu'on aura expérimenté, c'est aussi ça qui fait changer les choses, c'est l'expérimentation, la démocratisation de tout ça. Et donc, notre indice de confiance, globalement, monte et on voit bien qu'en fait, il n'y a pas une modalité qui est plus efficace que les autres, c'est vraiment votre projet, la manière dont vous allez choisir les modalités et les articuler qui garantira le succès de votre formation. L'écart, du coup, entre présentiel et classe virtuelle, là, on le voit, il n'y a que 2 petits pourcents. Pareil, ça se creuse, ça se creuse. Donc, on est vraiment sur, encore une fois, la présence du formateur. Classe virtuelle, pour clarifier un petit peu, c'est vraiment l'utilisation de la visio pour une session de formation synchrone. Donc, il y a quelqu'un, un formateur, qui est là pour échanger, pour faciliter, pour apporter des choses aux apprenants. Et donc, la tête du classement, c'est la présence du formateur, présentiel ou classe virtuelle. Après, il faut lui donner des techniques pour rendre ces moments de formation synchrone au top du top. Voilà, vous pouvez scanner le petit QR code si vous n'avez pas envie de chercher sur le site. Et je suis à votre écoute pour des questions et des réponses. Alors, beaucoup de téléphones qui se lèvent. Levez la main si vous avez une question. Très bien, j'arrive. Merci beaucoup pour ce partage. C'était top. Une question, auprès de combien de personnes a été faite cette enquête et les grands profils à peu près, voilà, en pourcentage?
Merci beaucoup pour votre retour. L'enquête, elle a été diffusée auprès de 400 répondants. On a arrêté à 400 du coup. Et on a un panel du coup de tête parce qu'on l'a dans le baromètre. On a, on va dire, un peu moins de 40% d'entreprises. On a 40% aux organismes de formation indépendants. Administration aussi une petite part, et puis autres, une toute petite part. Vous retrouverez le camembert du coup dans le baromètre. Finalement, c'est tout type de profil, donc responsable formation, formateur, consultant, chef de projet, voilà, tous les acteurs de la formation auxquels on s'adresse, du coup, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, qui ont répondu à l'enquête. Voilà. Alors, levez la main si vous avez une question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par communauté? Parce qu'il y a plein d'aspects. Est-ce que c'est une communauté d'apprenants sur un programme de formation, une communauté sur une thématique donnée, etc. Communauté d'apprenants, du coup, dans l'enquête, c'est vraiment global. Donc, c'est le fait de mettre en relation des apprenants entre eux sur un espace dédié, type forum ou communauté ou réseau, etc. Mais en tout cas, de s'appuyer là-dessus, ce qu'on appelle le social learning, pour faire en sorte de trouver un canal qui leur permette de faire remonter des questions, de partager entre eux, d'échanger, etc., etc. Donc, ça peut être soit à l'échelle, effectivement, d'une entreprise, hors programme de formation, il y a une communauté d'apprenants pour cette entreprise-là et tout le monde y va, par exemple. Après, on a ça à l'échelle des dispositifs de formation. On peut même avoir ça, après, on peut aller très très finement. L'important dans tout ça, du coup, je rebondis, c'est d'animer. Il n'y a rien de pire qu'une communauté où il ne se passe rien. Donc, vaut mieux, j'ai échangé là-dessus la semaine dernière avec quelqu'un, vaut mieux ne pas en mettre si vous n'êtes pas capable de l'animer et d'apporter une réponse au tac, parce qu'en fait aujourd'hui dans nos usages du quotidien à titre perso, on est habitué à avoir des CSM qui nous répondent au taquet, des chatbots qui sont même automatisés, donc on réfléchit même plus, on pose une question, on a une réponse, si on l'a pas dans les 10 minutes, on ferme la page et on passe à autre chose, on va chercher ailleurs. Donc c'est important, si vous mettez en place des communautés d'apprenants, de pouvoir être hyper réactif, peut-être pas 10 minutes, mais bon voilà. Et puis du coup, de faire naître ces échanges entre les apprenants. Pareil, il faut qu'il y ait de la contribution. Donc il faut que quelqu'un derrière, encore une fois, la maillot ne va pas se faire toute seule. Il va falloir quelqu'un pour remuer le fouet derrière activement. Donc voilà. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur ce que vous entendez par le fast learning et notamment les tendances en termes de pédagogie utilisée? Est-ce que c'est le podcast, les vidéos, etc. Ouais. Alors, je vais faire... Merci. Attention. Ah, ça marche plus. Le retour marche pas. Dommage. Fast learning. Du coup, effectivement, on parle de micro, tout petit, 2 minutes. C'est une capsule, style un quiz que vous recevez sur votre mobile bien souvent, ou voilà, une toute petite vidéo. Après, on va aller sur du fast learning. Donc, on est autour de 10 minutes en moyenne. C'est vraiment un contenu de formation très, très court. Et du coup, en termes de pédagogie ou d'approche, de support, de techno, ça peut être soit un petit contenu, ce qu'on appelle rapid learning. Donc, voilà, une vidéo, un podcast, effectivement. Maintenant, la durée d'un podcast, en moyenne, c'est plutôt 20-30 minutes. Donc, on est plutôt sur ce qu'on va appeler à la limite du rapid learning, même si le rapid learning, du coup, donc plutôt autour de justement 15-20 minutes, c'est vraiment un contenu qui se veut imagé. Le podcast, même je le sortirai, il sera sûrement du coup dans le classement l'année prochaine comme modalité, parce que c'est de plus en plus utilisé en formation. Ça répond à votre question ? Y a-t-il une autre question? Oui. Ah bah si, ça marche. Super, merci beaucoup. Voilà. Donc on pourrait même remonter à e-learning scénarisé, du coup, qui est encore un peu plus gros, qui dure un petit peu plus longtemps. Bien sûr, tout ça, ce sont des moyennes. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Se dire, si je fais du e-learning, c'est forcément à 25 minutes, ça peut être moins. Je déconseille que ce soit plus. Voilà. Bonjour. Oui. Bonjour. J'ai une question à propos Je ne vous entends pas. Pardon. D'accord, merci. J'ai une question à propos des 24% du mobile learning. Oui. C'est un chiffre qui me paraît bas. Je suis un petit peu étonnée. Vous pouvez développer pourquoi c'est bas à ce Pourquoi point? c'est bas?
Oui. Ouais. Ça vient de quoi? Est-ce que ça vient du fait que les personnes qui ont été testées sont dans des entreprises françaises, ou bien est-ce que ça dépend de l'âge des gens qui ont été interrogés? Je suis un petit peu étonnée parce que dans les entreprises anglo-saxonnes, on a un chiffre beaucoup plus élevé. D'accord. C'est pas du tout une critique ce que je fais. Ouais, je ouais, suis intéressée par la différence culturelle entre éventuellement deux. D'accord. S'il vous plaît. Oui, effectivement. J'avais du mal à vous entendre, c'est pour ça que j'étais très concentrée sur... du coup, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais ce baromètre s'appuie sur des répondants francophones. Hein. Du coup, c'est vraiment la large cible de l'ISTF qui agit notamment principalement sur du francophone. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des différences culturelles entre la francophonie et les autres pays. Je ne sais pas. Il faudrait creuser. En fait, dans le baromètre, quand on est vraiment sur des chiffres, on ne pousse pas les questions, on ne pose pas sur du quali. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, pourquoi le mobile learning arrive en bas, alors je rappelle, c'est pas parce qu'on est en bas du classement, il faut voir ça comme un indice de confiance. Si c'était nul, ce serait à 0. Il n'y aurait aucune personne qui aurait dit je considère ça efficace. Donc voilà, c'est moyennement efficace. Peut-être parce qu'effectivement, le mobile, finalement, en France, on est quand même très... Ça, c'est le pro. Ça, c'est le perso. Et je ne vais pas utiliser mon téléphone perso pour suivre ma formation pro. Donc, il faut réussir, je pense, et ça va être le travail du marché, tous autant qu'on est, à décloisonner ça pour qu'on puisse s'appuyer sur les devices, donc les supports, les smartphones en l'occurrence, parce qu'il faut quand même un smartphone, ça fait partie, je pense, de la réponse aussi, pour qu'on puisse décloisonner et arrêter de se freiner et encourager les collaborateurs d'entreprises, etc., à utiliser leur smartphone perso pour aller suivre du contenu sur mobile. Voilà. Après, il y a aussi le côté, justement, équipement. Il y a quand même beaucoup aujourd'hui encore de personnes qui n'ont pas la connexion Internet chez eux qui soit suffisante, qui n'ont pas envie d'utiliser leur débit pour ça, qui n'ont pas un smartphone qui soit hyper au taquet, donc difficile pour eux de télécharger une appli. Enfin, je pense qu'on est encore aujourd'hui là-dedans en France. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Et donc pareil, dans quelques années, je pense qu'on aura remonté en termes d'indice de confiance parce que l'équipement, le taux d'équipement en France aura lui aussi augmenté normalement. Ça répond à votre question? Merci. Super. Y a-t-il une autre question? Levez la main, n'hésitez pas. Nous avons encore un peu de temps. Oui. Oui, on parlait de communauté tout à l'heure et on était surpris avec mon collègue de faible utilisation ou efficacité. Et on se demandait si, pour rebondir sur ce que vous avez dit et le fait qu'il faut les animer, que c'est autre chose que ce que peut faire un département formation habituellement, ça pouvait expliquer aussi cette moindre efficacité perçue. Ouais, tout à fait. Je pense honnêtement, ça fait partie de l'explication, effectivement, du score. Où pour le coup, comme il y a de plus en plus de plateformes qui permettent et qui vendent, et quand c'est bien fait, c'est hyper puissant. Réellement, c'est très très puissant. Pédagogiquement parlant, en termes d'engagement, c'est top. Mais pour le coup, il suffit pas d'avoir la fonctionnalité pour que ça réussisse. Et c'est un peu globalement le constat qu'on fait pour tout ici. Et je parlais de ça dans une autre intervention tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a une super Formule 1, si le gars qui est au volant ou la femme qui est au volant c'est pas conduire la voiture de course, pas aller bien loin. C'est-à-dire qu'elle va vite aller dans le mur. Parce qu'il y a des techniques particulières à maîtriser. Donc c'est un peu pareil. Quand on a des super outils, il faut savoir en dégager la puissance et l'utiliser avec soin. Et voilà, ça nécessite des compétences particulières. Donc après, ça peut être fait par des formateurs. Après, est-ce qu'ils vont avoir le temps, la dispo pour être réactifs? Peut-être pas. Et il y a des postes, des intitulés de postes qui naissent comme Learning Success Manager ou Learning Community Manager. C'est des postes qui existent déjà dans d'autres secteurs d'activité. La vente, je parlais des CSM tout à l'heure, Customer Success Manager, c'est pareil pour la formation. Il faut avoir ces personnes en charge d'animer les communautés si vous mettez en place des communautés. Et puis si vous n'avez pas les dispos, les compétences, autant pas en faire tout de suite parce que c'est ce qui viendra pourrir un peu le reste alors que tout le reste sera top, quoi. Mais les gens resteront déçus d'avoir été sur la communauté, d'avoir trouvé 0 ressources ou d'avoir posé une question et d'avoir eu 0 réponse. Il n'y a rien de plus frustrant. Vaut mieux pas en avoir et que l'apprenant envoie un mail à son formateur. On voyait tout à l'heure que le mail restait la modalité asynchrone jugée la plus efficace en tout cas.
Donc, parfois, il vaut mieux faire simple et efficace que tout de suite vouloir du complexe et pas réussir. Et là, bam, ça vous casse les deux jambes, quoi. Votre dispositif, il part en courant, mais il se casse la figure tout de suite. Donc, c'est dommage. Voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant de voir l'évolution et également donc, du rôle de formateur. Peut-être un indicateur à suivre aussi pour les futures années. Donc, merci Mathilde.